Bonsoir Lara, Bonsoir, ça va? Tu vas bien? très bien et toi? Ouais, moi aussi ça va. On a eu un peu un problème de connexion, mais là tout va bien. Oui, c'est vrai que je suis pas très habituée à utiliser les réseaux sociaux, donc j'étais un peu perdue. Pareil pour moi. Bon bah au moins on est connecté maintenant, c'est parfait. Alors pour commencer, tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours? Donc moi, je m'appelle Lara Scarlett Gervais. J'ai fait mes études en archéologie à l'école du Louvre et à la Sorbonne, et puis j'ai décidé d'aller découvrir le monde. Donc j'ai parcouru le monde. On va dire que mon premier voyage initiatique s'est fait entre Moscou et Istanbul. En passant par Hong Kong, par la voie terrestre. J'ai passé donc 6 mois où j'ai traversé une partie de la Sibérie, j'ai traversé la Mongolie, je suis partie en Chine, puis je suis rentrée par le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et donc la Turquie. Donc, et ensuite, quand je suis rentrée, j'ai eu une dérogation pour reprendre mes cours Mhm. à l'école du Louvre et je me suis rendu compte que je préférais apprendre en fait sur le terrain. Et donc, Ouais. j'ai continué de voyager et de parcourir le monde. Donc, j'ai voyagé aujourd'hui dans peut-être plus de 70 pays, en général seul et chez l'habitant. Euh, et avec cette curiosité et puis voilà, c'est cette envie d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit que je ne comprendrai jamais. Bah je pense qu'on apprend en voyageant et en voyant nous-mêmes. C'est mieux que l'école, on va dire, peut-être de visualiser les choses pour apprendre. Oui, et puis c'est une autre réalité, c'est une réalité du terrain, de la vie. C'est aussi, c'est tous nos sens qui sont mis en application. Oui. C'est la culture, c'est les traditions. Et puis aussi, c'est l'école, on apprend à se connaître soi-même. C'est, Ouais. c'est aussi il y a eu des moments évidemment difficiles, compliqués. On est seul, on parle pas la langue, on ne sait pas où on va dormir. Il faut savoir que mes voyages ne sont jamais préparés à l'avance. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, je vis. Quand je voyage, je suis pas dans un confort, je suis pas à l'hôtel ou voilà, ou très rarement. Donc c'est aussi une autre, Ouais. voilà, une Et autre. ça t'est où tu es aujourd'hui, du coup. Et tu peux nous dire qui doit t'écouter aujourd'hui, à qui on doit s'adresser? Alors, bah, je pense que c'est vraiment à la jeunesse. Euh, Parce que c'est vrai que moi, on m'a dit que tout était impossible. Voilà, tout ce que j'ai fait, on m'a toujours dit que c'était impossible. Et comme je suis une enfant, j'ai toujours été une enfant assez libre, têtue et obstinée, je n'ai jamais écouté personne. J'ai un peu un problème avec l'autorité. Et je pense que voilà, c'est pour, en plus dans ce monde où je trouve qu'on est voilà, où la peur, en fait, peut-être le manque de courage euh, guide nos vies, ben, c'est aussi un message à toute cette jeunesse ben, pour se dépasser, pour aller voir le monde. Aussi, il y a tout. C'est vrai qu'on est aujourd'hui, ben, le numérique a un côté extraordinaire parce qu'aujourd'hui, voilà, on peut échanger ensemble. Le programme Odyssée ne pourrait pas exister sans la partie numérique. Mais il faut faire attention parce que c'est aussi un outil qui nous coupe d'une réalité, qui nous coupe d'échanger avec nos amis, avec nos familles. Et je dirais aussi, ben, le voyage, on voyage vraiment en bas de chez soi. C'est pas une question d'aller au bout du monde. C'est vraiment une façon d'aborder la vie et et de se lancer dans la vie. Et donc, ben, ouais, je trouve que ce qui est intéressant, c'est à cette jeunesse, c'est de leur dire bah, de sortir de chez eux, d'aller découvrir l'autre, son voisin, de poser des questions à ses grands-parents. Voilà. Bah, après, on apprend vraiment en se posant des questions. C'est l'essentiel, je pense. Et en parlant de ton projet Odyssée,
Comment tu as eu l'idée et c'était quoi les difficultés que tu as eues au fur et à mesure quand tu le mettais en place? Enfin, d'où ça t'a venu de construire un projet comme le projet d'Odyssée? Alors déjà, voilà, je vais parler de la naissance Ouais. du programme Odyssée, puis dans un deuxième temps, des difficultés. La naissance de ce projet, en fait, donc, comme je vous ai expliqué, moi, en 2010, je vais repartir en arrière, mais parce que c'est important. Je pense que dans nos vies, tout est toujours lié. De toute façon, les causes qu'on va engager, le sens qu'on va donner à sa vie, voilà, il fait partie de notre passé, de nos expériences. Donc, en 2010, en fait, suite à voilà, un moment difficile dans ma vie, je décide de partir donc de Moscou. Et quand je pars, je reprends ma liste de rêves d'enfant. Et je vais décider d'aller réaliser mes rêves, mais qui ne vont dépendre que de ma propre volonté, de ma détermination euh, et de mes objectifs. Donc, je reprends cette liste de rêves et mon père m'avait promis d'aller à l'exposition universelle d'Hanovre lorsque j'étais jeune. Il n'a pas tenu sa promesse. Donc, ma liste commençait par voilà, aller à une exposition universelle par mes propres moyens. Et en 2010, quand je pars de Moscou, mon objectif, c'est d'aller à Shanghai à l'expo universelle. Et donc, après, j'avais plein d'autres rêves. Je voulais mes lectures, bon, en fait, ma liste a toujours continué d'exister voilà, euh, pendant plusieurs années. Et même aujourd'hui, je continue voilà, d'écrire mes rêves. Donc, c'est pas une histoire, voilà, des rêves, on en a toute la vie. Et donc, je voulais découvrir mon baobab en référence au Petit Prince. Je voulais voir le lac Baïkal après la lecture de Michel Strogoff. Je voulais dormir sur la muraille de Chine. Enfin, plein de... rentrer dans une pyramide. Voilà, plein de choses différentes. Et donc, je reprends cette liste de rêves. Je me jette dans ce voyage qui est un voyage en même temps où je sors de ma zone de confort et où je vais aussi rencontrer, voilà, me confronter à la réalité d'un autre monde. Je fuis aussi, je pense, une société un peu de consommation. J'ai envie de voir la réalité, voilà, Ouais. d'expérimenter le monde, les paysages. Voilà, je pars en Mongolie, je fais du stop, je me lave pas pendant 15 jours. Je pars à la chasse à la marmotte avec des nomades. Alors c'est vrai que comme ça, on peut se dire, bah oui, enfin c'est pas compliqué, mais en fait si, c'est compliqué de pas se laver pendant 15 jours, surtout quand nous, dans nos sociétés, on est habitués. Donc voilà, c'est toutes ces expériences qui moi aussi vont me faire comprendre qui je suis, où j'ai envie d'aller. Donc je continue ces voyages. En 2011, suite à un rêve, voilà, mes rêves sont toujours très présents. En fait, je décide de partir à Sarajevo. Hum, donc voilà, je vais faire tout un voyage en stop dans les Balkans. Puis ensuite, je vais aller au Moyen-Orient. Et en fait, dans mes voyages, j'atterris dans un pays et je vais me laisser guider par Avance, ouais. voilà, Tu vas. par mes rencontres. C'est vraiment pas, je me dis pas, je vais à un endroit et je vais Ouais. faire, T'as le choix. voilà, je me laisse, je laisse la place à cet imprévu et surtout à la rencontre. Euh, et en 2015, en fait, fin 2015, je vais en Arménie, je retourne en Géorgie parce que j'avais envie de retourner à cet endroit. Je traverse l'Iran, je vais prendre un bateau entre Bandar Abbas et Sharjah. Je vais aux Émirats, puis je vais à Oman jusqu'à la frontière avec le Yémen. Et c'est vrai que c'est tout un, voilà, c'est tout un voyage aussi qui me marque énormément, où je rencontre, j'ai même des amis que j'ai retrouvés, enfin, voilà, j'ai des familles un peu dans chaque pays. Et en 2016, je repartirai en fait, je reprends un billet d'avion
Et pour une fois dans ma vie, j'avais mon billet de retour qui était de Yerevan, de mon voyage de fin 2015. Et donc, je prends un billet d'avion que je trouve, voilà, parce qu'il fallait, pour financer mes voyages, même si je dépense pas beaucoup d'argent, il me faut quand même un peu d'argent. Donc, je travaillais entre-temps, voilà, j'ai fait plein de petits boulots différents. Et donc, de là, je me retrouve à repartir à Téhéran et normalement, 10 jours plus tard, je devais prendre mon billet de retour donc depuis Yerevan pour Paris. Et en fait, je ne prendrai jamais ce billet de retour. J'irai au Kurdistan, je retournerai chez des amis que j'avais rencontrés en Iran, puis j'irai au Kurdistan iranien. Et du Kurdistan iranien, je décide de passer la frontière. Dans un taxi collectif, en fait, entre Souleymania et Erbil, je rencontre un Syrien qui me parle de son histoire d'amour, qui me dit qu'il va se marier à Damas le mois prochain. Et je me souviens, on parle en anglais, et j'arrive, la route, en plus il y a un orage énorme, on est de nuit, et notre chauffeur roule très vite. Il y a vraiment quelque chose dans l'atmosphère et dans l'ambiance quand j'arrive dans ce pays qui est particulière. Et là, je lui dis, bah, après, je vais aller en Syrie. Et il me dit, mais non, tu ne pourras pas aller en Syrie, c'est la guerre, c'est dangereux. Et je lui dis, si toi, tu peux te marier à Damas, on n'est pas si différents. Donc, ça veut dire que moi, je peux aller vivre là-bas. Et comme je suis, voilà, assez... T'as dit non. je me suis dit, ben, comme je suis assez déterminée, je me suis dit, ben, comment je vais réussir, voilà, à pouvoir ensuite aller en Syrie. Donc, ben, j'ai passé du temps dans le Kurdistan irakien et puis j'ai recueilli beaucoup de témoignages. J'ai vécu avec différentes populations, des Shabaks, les Turkmènes. J'ai été fêter le Nouvel An avec les Yézidis. Et de là, donc, je suis partie après au Liban. Je suis rentrée en Syrie. Je ne connaissais rien de ce pays. Voilà, je savais que c'était la guerre, mais ma connaissance en fait de ce pays était vraiment très limitée. Et j'ai suivi j'ai suivi mon instinct. J'ai toujours été évidemment attirée par l'histoire des populations, les sites archéologiques, voilà, les différentes cultures. Et donc, j'ai été au Musée national de Damas. J'ai rencontré le directeur qui est quelqu'un voilà, que j'apprécie beaucoup. Et donc, je lui ai dit que je voulais vivre avec les archéologues à Palmyre. Et donc, lui m'a été étonné voilà, qu'une Française comme ça arrive et cette envie. Et je lui ai dit, bah, je ne suis pas journaliste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre avec les gens. Je veux vivre comme eux. Ouais, je veux m'adapter, en fait. Je ne veux pas avoir de sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, j'ai fini par participer en fait à l'évacuation du musée de Palmyre. J'ai documenté ce qui s'était passé. J'ai regardé, voilà, j'ai accompagné le travail des archéologues. J'ai pris beaucoup de photos. Et puis, ce voyage a été, on va dire que ça a été un voyage c'est de là où est né mon engagement. Jusqu'en 2016, en fait, tous mes voyages étaient. J'avais pas forcément l'envie de le partager, en fait. C'était quelque chose une recherche qui était personnelle. J'ai pas voyagé ni pour faire une exposition photo, ni pour écrire un livre. Ouais, c'était vraiment une introspection. Et par contre, là, j'ai eu à un moment, je me suis retrouvée sur la côte ouest syrienne, dans une gare de bus. Et il y a eu un attentat, en fait, dans cette gare de bus que je venais de quitter quelques heures voilà, avant peut-être 2-3 heures avant cet attentat, j'étais dans cette gare de bus. Et là, je me suis posée, pas tout de suite, mais le lendemain, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai fait une grosse crise de parano. Je me suis dit que voilà, ça allait être la dernière journée, les dernières heures de ma vie. Et donc, je me suis posé des vraies questions. Je me suis dit pourquoi je prends autant de risques,
pourquoi je suis là et à qui je sers. Et je pense, voilà, ces questions, elles sont très importantes parce que quand après on s'engage dans certains projets, je pense que le sens qu'on va donner aussi va nous donner la force de nous, voilà, de nous dépasser. Euh, donc, ensuite, voilà, j'ai eu cette grosse remise en question et je me suis, après toutes ces questions, comme dans la vie, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Le lendemain, je me suis retrouvée dans une famille syrienne, un couple de médecins. Ils ont fait leurs études à Lyon, donc complètement francophones. Ils ont eu 3 filles. Et donc, je passe l'après-midi avec eux. C'était dans la ville de Homs, donc voilà, où il y avait les tensions étaient encore importantes en 2016 à cet endroit-là. Et au moment où je sors de cette maison, la dernière de leurs filles, qui à l'époque avait 6 ans et s'appelle Céline, me dit, moi j'ai 6 ans et j'ai connu que la guerre. Et sans le savoir, à ce moment-là, elle m'a donné la force en fait de continuer mon voyage, de continuer à aller chez l'habitant, de pouvoir vivre. J'ai vécu des moments humainement qui sont extraordinaires. Bah là, je me suis fait une promesse, c'est qu'un jour, elle pourrait communiquer avec d'autres enfants dans le monde. Et ma promesse au fin fond de la Syrie, à Homs, où j'étais personne, je me suis dit comment je vais la tenir. Et après, il y a quelque chose, tout ce chemin, en fait, sur la création du programme Odyssée, s'est fait assez naturellement. C'est comme si toute l'expérience que j'avais eue dans mes différents voyages, bah, prenait sens d'un seul coup. Ouais. Et comme j'avais travaillé sur l'histoire, que j'ai vu en fait en participant à l'évacuation du musée de Palmyre, toutes les confessions, se retrouver en fait, étaient en train de sauver leur propre patrimoine avec rien. Il faut savoir que à ce moment-là, les conférences étaient partout, que dans les médias tout le monde pleurait Palmyre, mais que les archéologues, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Tout a été fait, c'était le système D. Même pour pour protéger les œuvres, ils les ont protégées dans les matelas dans lesquels ils dormaient, pour décrocher certaines œuvres qui restaient au mur. Et ben, c'était des barres de fer qui étaient prises du toit pour les décrocher. Donc, et là, j'ai vu ces hommes, la force voilà, du collectif aussi. Et je me suis dit que tout n'était pas perdu dans ce monde et que si on faisait prendre conscience aux élèves de voilà, qui pouvait être en fait que chacun de nous, on est ambassadeur de notre propre culture, de notre patrimoine, que c'est important de transmettre l'histoire et que c'était la base pour aller connaître l'autre. Parce que pour aller vivre et aller vers l'autre et ne pas avoir peur, il faut aussi se connaître soi-même. Donc, c'est un peu la base du programme Odyssée, qui est un projet qui se déroule dans les classes, donc au sein du programme scolaire. C'est de faire que les élèves ils soient ambassadeurs de leur pays, de leur patrimoine, de leur ville, des savoir-faire. Ça leur permet aussi de transmettre ces savoir-faire à d'autres élèves dans le monde, d'en avoir conscience, d'apprendre des autres aussi. Et ça a été vraiment l'accumulation, on va dire, de tout ce que j'ai pu voilà, expérimenter dans mes voyages. C'est top. En fait, on peut dire que ce voyage, ça t'a contourné la vie, mais pour une bonne cause. Voilà. Bah, par exemple, quand les étudiants deviennent l'ambassadeur de leur pays eux-mêmes, ils connaissent mieux leur histoire et je pense qu'ils ont tendance à le protéger mieux que les enfants qui ne sont pas en conscience de ce qu'ils ont dans leur propre pays. Du coup, c'est vraiment beau ce que tu as mis en place. Et du coup, c'était quoi les difficultés que tu as eues en mettant en place le projet? Alors, il y en a eu beaucoup parce que comme, comme, comme on peut comme je l'ai expérimenté et puis que c'est malheureusement l'histoire du monde et de l'humanité. C'est-à-dire que
l'homme est très doué pour... c'est très facile de détruire, en fait. Mais construire, fédérer, ça demande du temps. Après, alors on va dire les premières, la première difficulté, c'était déjà parce que je n'ai pas fait les grandes études. Voilà, j'ai pas fait, je viens pas de la diplomatie. Donc, il y avait un côté, quand j'ai commencé à expliquer ce que je voulais mettre en place, en gros, mais qu'est-ce que nous, cet illuminé, il y avait un côté un peu, enfin moi c'est comme ça que je le recevais, c'est un peu, mais qu'est-ce qu'elle nous énerve, cet illuminé, à nous expliquer avec ces trucs de voyage. Donc il y a eu toute cette question de trouver une légitimité, ça a été compliqué, enfin compliqué, ça a demandé beaucoup d'abnégation et de détermination. Ensuite, ça a été, comme c'est un projet, en fait, il n'a de sens que si on arrive à fédérer et à être nombreux avec les différents acteurs. Quand on arrive à fédérer les musées, des artistes qui vont dans les classes en plus, qui accompagnent les enseignants, tout ça. Mais c'est énormément d'énergie. Mais comme quoi, rien n'est impossible, puisqu'on l'a fait. Et, et puis, c'est vrai que quand je voyage, je suis seule. Moi, je voyage, donc j'ai que moi à gérer. Donc, c'est assez, finalement, c'est assez simple pour moi de voyager. Et là, d'un seul coup, m'a mis en place cette grosse machine avec beaucoup de gens qui fédèrent beaucoup d'acteurs. La coordination de projet, tout ça, c'est des questions qui ont été, voilà, qui sont évidemment pas toujours évidentes. Gérer les égos aussi, gérer les équipes. Mais voilà, après, pour l'instant, on a réussi ce projet, on l'a développé, on l'a mis en place en 2019, en pleine année Covid. Donc, c'est un projet qui a continué d'exister en plus, alors que tout était à l'arrêt. Ça a été vraiment des moments magiques aussi dans les classes avec les élèves. Donc, au début, il y avait 4 classes dans 3 pays. Et l'année dernière, aujourd'hui, il y a plus de 110 classes qui participent dans 27 pays. Donc, il y a un véritable engouement. C'est un projet qui fédère voilà, différents enseignants. Et les grosses difficultés, après, il y a une grosse partie qui est, par exemple, tout se fait avec zéro financement quasiment. Donc ça, c'est vraiment les enjeux qu'on a parce que là, en fait, nous, on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait faire voilà, avec une équipe de bénévoles, des jeunes. Après, c'est vraiment un projet je ne suis pas la seule à l'avoir mis en place. On est toute une équipe. Il y a plein de gens d'horizons différents, avec des compétences variées. Donc, autant pour tout ce qui est la partie graphique, la partie numérique, la partie des ressources pédagogiques, les différents intervenants, les artistes qui vont dans les classes, les enseignants, les parents, les élèves. Mix des différents parcours. Pardon, je n'ai pas entendu. Et une mix de différents parcours, en fait, c'est ce qui est beau. Comme ça, plusieurs personnes ont la chance de se connaître, comme nous, on a eu la chance de se connaître à partir de ce projet. Oui. Et après, c'est des rencontres. C'est par exemple notre rencontre qui nous a permis de développer le projet en Turquie. C'est quand on sent que c'est un projet qui est fédérateur. On a des collaborateurs, je pense à Mariam, Ouais. qui est au Sénégal aussi, à Madame Ragoché qui est en Iran, à Salifou qui est au Bénin. Donc c'est aussi aujourd'hui eux quand j'ai aussi du mal de temps en temps, et que évidemment c'est un projet qui est lourd à porter, qui me poussent et qui me disent qu'il faut absolument continuer. Ah oui, sans arrêt. Là, en fait, la thème générale de cette émission, on a défini ensemble comme comment l'acquérir impossible.
Et du coup, pour toi, comment tu as pu contourner les idées négatives par rapport au projet, par rapport à des gens qui t'ont dit que c'était pas possible de le mettre en place? C'était quoi ta motivation, on va dire? Alors, ma motivation, alors voilà, comment réaliser l'impossible? Déjà, je pense que quand c'est un projet qui a du sens en fait, et j'ai toujours su que ce projet, en fait, c'est pas une. On peut se tromper, on peut partir dans des projets, s'engager, puis se dire bah non, ça fonctionne pas. Mais en fait, vu le développement qu'il y a eu, l'engouement qu'il y a eu autour de ce projet, déjà, je sais qu'il est dans sa. En fait, il est nécessaire. Euh, Aujourd'hui, alors que on voit le monde où avec toutes ces tensions géopolitiques partout, ben, le projet se développe dans quasiment tous les pays. Ouais. Donc, ça, c'est ça qui m'a aidé aussi voilà, toujours à être déterminée. C'est des messages d'enseignants partout dans le monde qui nous disent, bah, voilà, il faut continuer. Les élèves, ça peut être des parents d'élèves, c'est aussi des moments. Là, par exemple, il y a un moment qui était pour moi, et je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard, donc c'était aussi une façon de, de répondre à cette. Rien se déroule à partir d'hasard. Ouais. C'est la première année, il y a 2 enfants de Homs qui sont donc un enfant qui s'appelle Mohamed est dans une classe de REP+ à Angoulême et un autre enfant est dans une classe du lycée Louis Massignon à Casablanca. Et ils vont à un moment échanger. Et il y a une scène où, des images qui me marquent, c'est que comme ils échangent, c'est un projet qui est vraiment construit sur toute l'année scolaire, où les élèves passent par la création artistique et culturelle, donc ils sont acteurs des échanges. Après, il y a des visios entre les classes. Et donc, il y a une première étape qui est l'autoportrait. Voilà. Pour voilà, se présenter, pour se présenter à l'autre et connaître l'autre. Et donc, dans cette étape, l'élève d'origine syrienne, donc à Casablanca, avait dessiné dans son visage en fait le drapeau du Maroc et de la Syrie. Et quand il y a eu les échanges en visio, l'élève du côté où j'étais, moi, dans la classe à Angoulême à ce moment-là, me dit, mais il me regarde, il me dit, il y a un truc qui n'est pas normal. Il m'a qu'est-ce qui n'est pas normal? Il me dit, mais c'est pas normal qu'un enfant, il aime la Syrie. Et les autres élèves à côté, évidemment, en France, ne connaissaient pas le drapeau syrien. Ouais. Et donc, à partir de là, bah, j'ai expliqué que cet enfant, en fait, ils venaient de la même ville tous les deux, ils venaient tous les deux de Homs. Et ça a été beaucoup d'émotions et aussi une façon pour eux d'avoir une autre place dans leur classe. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours des pays. Quand on pense à tous ces pays, à l'Irak, à l'Afghanistan que j'ai traversé cet été, ben, on n'a qu'une mauvaise, en fait, on a une mauvaise image des pays avec tout ce qu'ils viennent de traverser et ce qu'ils ont vécu. Et là, c'est une façon aussi de rééchanger, mais en parlant du beau, en fait, en parlant de sa culture, de son histoire. Voilà, l'Irak, c'est la naissance de l'écriture. C'est des sites extraordinaires aussi. Donc c'est aussi voilà, réapprendre à aussi voir le monde sous un autre angle. En plus, grâce au projet, les enfants partout dans le monde ont la chance de voir la culture, la vraie culture des autres pays. Enfin, je pense que c'est mieux d'apprendre par quelqu'un qui vit là-bas et d'avoir une vraie expérience. C'est le plus important, c'est l'essentiel, je pense. Oui, oui, et puis il y a quelque chose de sincère en fait dans ces échanges. On est avec voilà, il y a pas, ils sont pas dans des calculs, on n'est pas dans des calculs politiques, ouais, c'est une vraie curiosité. Et d'ailleurs, on se rend compte que la première, parce que maintenant ça fait 3 ans qu'on est dans notre 4e année de développement du projet, ils se rendent compte, la première question et le premier constat qu'ils font, c'est mais ils sont comme nous.
Oui, et oui, et après, ils vont pouvoir parler de leur culture. Ils ont plein de questions. Et, et ouais, il y a vraiment des moments qui sont assez magiques dans ce projet. ouais. Bah, en fait, en parlant du projet, quand je t'avais appelé pour l'émission, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'on peut donner, comme quoi on peut donner des conseils aux étudiants. Bah, en fait, souvent, les jeunes, comme on s'est dit, ont la tendance de se perdre au fur et à mesure quand ils mettent en place un projet où ils ont des idées partout, un peu à droite, à gauche, et on se perd au chemin. Du coup, quand toi, tu mettais en place ton projet, qu'est-ce que ce serait les conseils que tu donnerais aux étudiants afin de ne pas se perdre, de se continuer sur la même ligne droite pour continuer? Alors, déjà, quand on se lance dans un projet, il va y avoir des moments difficiles. Ça va être voilà, la première étape. Donc, c'est de ne pas se décourager. C'est aussi, nous, le projet, il se réadapte constamment, en fait. Donc, c'est aussi être capable de temps en temps d'écouter, d'apprendre de l'autre. En fait, c'est des conseils qu'on nous donne. Alors, il y en a des, ouais, il y a des bons conseils, des moins bons après. Mais ne pas hésiter à confronter en fait son projet, ses idées. euh, Parce que nous, si on a pu vraiment déployer ce projet, c'est parce que c'est toute une euh, tout n'est pas sorti de moi en fait. Et ça a été des échanges, ça a été plein de gens qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Ça a été des enseignants ce sont des enseignants qui nous aident. Ça va être le retour des élèves, ça va être. Tu parles de ça, que tu l'as fait avec une équipe, qu'il y a des autres personnes qui sont sur le projet, même si c'est toi qui l'as commencé, on va dire, qui l'a initialisé. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de. Aujourd'hui, on est dans une société hyper individualiste. Et en fait, la force du groupe et du collectif, euh, Et elle ne peut pas égaler euh, un cerveau. Voilà. donc, je pense que c'est important quand on a une idée, c'est important de s'y tenir, voilà, surtout quand on sent qu'elle est juste, qu'on est sur sa route. C'est aussi de temps en temps de ne pas écouter. Moi, j'ai rencontré beaucoup de monde et au début, tout le monde me disait, mais Lara, c'est impossible. Comment tu vas vouloir développer un projet comme ça dans des classes, mais tu t'attaques à quelque chose, puis de l'administration française derrière, enfin bon, voilà, tout ce que ça, qu'est-ce que ça engage. Et donc c'est, voilà, c'est vrai que il faut, il, il faut ouais, il faut rester déterminé quand on sait qu'on est sur son chemin et que c'est juste et qu'on est sur sa route. Et il ne faut jamais lâcher. On aura des moments durs. Moi, des moments, je craque souvent. Et c'est un projet qui est très lourd à porter, qui est très dur à porter. Mais il y a toujours quelqu'un voilà, qui va me. te Qui, tire vers le haut. oui. Et D'accord. c'est toutes les rencontres partout dans le monde, c'est les enseignants, c'est les élèves qui souvent m'ont donné mes plus belles leçons de vie. En fait. C'est beau d'apprendre au fur et à mesure en plus. Bah, en fait, le projet Odyssée est classifié comme un projet d'UNESCO. Et comment était le procès quand tu faisais des échanges avec UNESCO? Comment tu as eu comment tu as eu le titre d'être identifié comme un projet d'UNESCO, car c'est quelque chose hyper important. Alors, il y a eu plusieurs étapes. C'est que moi, quand je suis rentrée donc en France, Mhm. j'ai eu l'idée de ce projet. Euh, Moi, j'ai pas voilà, j'ai pas de connaissances. Enfin, je travaille pas dans un ministère. Donc, je me suis dit bon.
ma promesse et mon idée au fin fond de que j'ai faite en fait au fin fond de la Syrie, comment je vais la tenir. Et donc là, je me suis dit, on vit malheureusement dans un monde beaucoup de communication. Donc j'ai utilisé mes photos, mon travail en fait de documentation que j'avais fait en Syrie, en Irak, pour monter une exposition qui avait quand même pour objectif de sensibiliser en fait les publics à la préservation du patrimoine, à ce qui s'était passé. Moi, j'ai montré en fait aussi les hommes qui sont battus. Quand les hommes, c'est les hommes et les femmes qui sont, qui sont battus pour protéger leur patrimoine. Donc, j'ai monté cette exposition. Au début, elle était montée dans différentes collectivités en France, dans différents festivals de films politiques. Et puis, elle a été montée pendant le 9e Conseil des droits de l'homme à Genève. Donc, elle a été soutenue par le... Voilà, il y a eu un discours de l'ancien directeur général des Nations Unies, qui était à l'époque Michael Moller. l'UNESCO était présent. Et l'exposition a toujours été le premier, on va dire, soutien officiel de la France, en fait, est passé par la Commission nationale française pour l'UNESCO. En fait, comme dans tous les pays, comme en Turquie aussi, vous avez une commission nationale du pays en fait, qui est rattachée à l'UNESCO. Et ces commissions nationales dépendent du pays. Par exemple, nous, en France, il y a des gens du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Éducation nationale. Je pense qu'il peut y avoir d'autres personnes qui... Donc, c'est eux qui nous ont à chaque fois au début parlé. Puis, après, on était toujours, en fait, là, ils nous ont dit, on peut vous faire rentrer dans les membres et les associations de l'UNESCO. Donc, c'est par cette porte d'entrée qu'on a fait les démarches, que le projet a été validé. Il y a eu donc soutien aussi au niveau des Nations Unies. Je suis intervenue plusieurs fois à Genève. Aussi, dans le cadre, je suis intervenue avec le directeur de l'UNOSAT, qui est l'intelligence spatiale des Nations Unies, l'UNESCO, et l'ambassadeur de France pour les Nations Unies, qui, pour juste parler de cette thématique de la destruction du patrimoine, de la préservation. Et après, ça m'a donné accès aussi à différentes délégations de différents pays à l'UNESCO. J'ai pu rencontrer Audrey Azoulay 3 fois. La première fois, c'était lorsqu'elle était ministre de la Culture. Et donc, après, elle a été directrice générale de l'UNESCO. J'ai rencontré Ernest Auton, à qui on a présenté le projet. Et donc, c'est par ce biais qu'on est arrivé vers l'UNESCO. On a aussi beaucoup de parrains. On a nos 2 parrains et marraines qui sont donc Ed Vasser et ambassadrice de bonne volonté pour la paix pour l'UNESCO, et Fanny Comer, qui est un diplomate spécialisé dans toutes les questions, en fait, qui a créé le concept d'hydrodiplomatie et donc qui fait partie du PHI, c'est le programme international pour l'UNESCO. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé dans le circuit, en fait. Ça par la photographie, en fait. Voilà. Avec ton projet, est-ce que ça parle de la patrimoine, de la culture, des étudiants sont inclus, c'est mix des cultures, en fait, et moyens de communication, on va dire. Et quand j'avais lu la brochure de projet Odyssée, je me suis dit, il y a plein de domaines, il y a plein de trucs, et il y a plein de domaines pour se connecter. Oui, il y a vraiment ce projet qui est plein de facettes, comme le monde, voilà, et des images de notre monde. Et il y a plein de portes d'entrée aussi pour arriver à cet échange. Il y a certains enseignants qui ont préféré passer par une porte d'entrée. Aujourd'hui, on est en train de, dans on va dire, dans la vision future. L'idée, c'est de proposer des programmes Odyssée aussi sur différentes thématiques.
qui peuvent être sur le développement durable pour certains, plus en lien avec un patrimoine qui pourrait être littoral pour d'autres. Et après, en fait, créer aussi des groupes qui vont travailler ensemble. L'idée, c'est vraiment de renforcer ce dialogue des cultures, ce dialogue de paix, en fait, qui est essentiel aujourd'hui. Malheureusement, avec tout ce qui se passe partout dans le monde, on est en 2022, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que tu dirais à toi-même quand tu avais 20 ans? On va tourner un peu en... Qu'est-ce que ça tes conseils? Qu'est-ce que je me dirais à moi-même? De, de, de tout revivre. Je changerai rien dans mon parcours parce que même s'il y a des moments qui ont été très compliqués, je me suis rendu compte avec le temps qu'ils ont été ces moments-là sont nécessaires en fait, ont été nécessaires à la création de ce projet. Donc, ouais, je me dirais de ne changer rien et continuer à croire en tes rêves. Et si, voilà, je pense vraiment, il faut savoir croire en soi et jamais, jamais abandonner quand on pense qu'on est sur. En fait, moi, intérieurement, je suis en paix. Que je sais que je fais quelque chose qui a du sens et qui est important. Et ouais, j'encouragerais aussi, j'interviens, je rencontre beaucoup de gens et ce que j'ai envie de leur dire, parce qu'on est dans une société aussi, on est très tourné vers soi, sur soi, mais il n'y a pas de... quand on s'engage avec, dans un projet qui a du sens, en fait, et qui est collectif, ça nous porte. Le collectif nous porte. Jamais oublier. Pourquoi on est ici ou qu'est-ce qu'on peut faire pour le monde. Le sens, on a tout. Après, on a tous notre façon d'apporter notre pierre à l'édifice et juste même autour de soi. Je pense que c'est important. Ouais. Et qu'est-ce que tu donneras comme conseil aux étudiants ou jeunes d'aujourd'hui? Après, des conseils à toi-même. Justement, de sortir de chez eux, d'être curieux. La curiosité, je disais au tout début, on a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour la trouver. Je pense qu'on a des réponses autour de nous. Et donc, de ne pas s'enfermer. De temps en temps aussi, de sortir de tous ces réseaux sociaux, des médias qui sont anxiogènes et qui sont déprimants. Et vers l'autre, en fait. Et vraiment de croire en soi, je pense. Oui, je suis d'accord. Et est-ce que tu peux nous faire des conseils, des livres ou des films qui t'ont contourné un peu les idées ou la vie? Alors, dans les livres, il y en a plein. Nous dire des notes publiées sur la page. Alors, il y a, je pense à, évidemment, ça c'est mon livre de jeunesse qui est très important pour moi, c'est Le Petit Prince. mais après, sinon, il y a dire quand tu es enfant et après, il faut le dire chaque 5 ans, au fur et à mesure, quand tu grandis. Après, ça devient bien, tu as un sens différent chaque fois. Donc, après, il y a beaucoup de livres. J'ai lu beaucoup de livres aussi d'aventuriers. Je pense au Cavalier de Joseph Kessel. Et comme je reviens, cet été, j'étais au Pakistan, puis j'étais en Afghanistan, je suis retournée en Syrie et au Liban. Donc, je pense à ce livre-là. Je pense à
Nicolas Bouvier avec l'usage du monde. Je pense aussi à plein de la poésie, quelque chose qui nous transporte et qui peut nous aider. Donc, plein de. J'aime aussi les auteurs contemporains. Donc, il y a plein de livres différents. Et en termes de films. De ce que je comprends, tu préfères lire que regarder des films. Non, ça dépend. En fait, je n'ai pas assez de temps. Ça, j'aimerais avoir plus de temps pour lire et regarder des films. Dernièrement, dans les films, j'aime tout regarder. De temps en temps, j'aime bien aussi. J'ai regardé des séries aussi, ça arrive. Hein. Mais après, j'aime bien. En fait, j'aime bien le cinéma qui va faire bouger les émotions chez moi, qui va être expérimental. Donc, il y a plein de réalisateurs. Et là, je suis. Évidemment, on n'a aucun qui va sortir. Je suis assez cinéphile, normalement. Je trouve pas mes paroles aussi. Mais je pense à. Ouais, j'aime bien l'image. Donc, En fait, avec toi, ça va faire 1 an à peu près qu'on se connaît. Mais à partir de cette émission, je me suis dit qu'il y a plein de choses que je dois encore apprendre de toi. Même en moi, en te connaissant, tu m'as donné de l'espoir pour changer le monde, comment on peut se lancer. Franchement, c'était hyper productif pour moi-même. Merci, parce que c'est un échange et en fait, toutes les rencontres, une rencontre n'est jamais à sens unique et aussi ça m'a donné du courage, de l'espoir de continuer. Donc... on va dire d'abord merci à Céline qui était en jury pour t'a donné pas exactement l'idée mais l'espoir pour le projet parce que tout ce que tu as fait c'est vraiment très beau jusqu'à maintenant et j'espère que tu vas continuer à aider les enfants, au patrimoine, aux gens de se connecter. On va essayer. Et merci beaucoup Lara pour cette émission. Merci à toi et j'espère qu'on se verra prochainement. Oui, j'espère aussi. Au revoir.